C'est un document exceptionnel que vous allez voir à présent. Une équipe de France 24 s'est rendue en Libye, un pays déchiré par la guerre civile depuis le renversement du colonel Mouammar Kadhafi en 2011 et plus encore ces 8 derniers mois avec l'offensive lancée de l'Est libyen par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Bien décidé à conquérir Tripoli, cet ancien dignitaire entré en disgrâce se pose en rempart contre les djihadistes. Un nouveau Kadhafi, disent de lui ses adversaires. Les combats autour de la capitale ont fait des centaines de morts et plus de 120 000 déplacés, de simples habitants, mais aussi des migrants, car c'est une autre donnée du conflit libyen. Des milliers de candidats à l'exil vers l'Europe tentent de traverser la Méditerranée depuis les côtes libyennes. Beaucoup échouent à y parvenir. C'est alors pour eux un véritable chemin de croix. Libye, piège infernal, c'est un reportage signé Julie Dungelhoff qui sera avec nous dans un instant pour répondre à nos questions aux côtés du chef de mission Libye pour Médecins sans frontières, Sacha Petiot. Un reportage que l'on doit aussi à Catherine Norris-Trent et Abdallah Malkawi. Nous embarquons avec l'une des nombreuses milices de l'Ouest libyen, vers une ligne de front qui fragmente tout le sud de la capitale. Ces hommes sont de Misrata, à 200 km. C'est de là que viennent les milices les plus puissantes. رؤية السريع متاعهم وشيل البنزين متاع الزطار وانه في العدو والدنيا كلها واضحة. فيش دربيل؟ في دربيل داخل. حسب الطيران ندرسونا طبعا باش الطيران ما يستهدفش الليلية. Le 4 avril dernier, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a lancé l'offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. Face à lui, pas d'armée constituée, mais une multitude de ses brigades, un temps ennemi, aujourd'hui allié. Les combats s'enlisent depuis 8 mois avec pour champ de bataille ces maisons abandonnées. L'ennemi est à quelques centaines de mètres à peine. Morsen a formé et dirige une quarantaine d'hommes. Ce jour-là, il se sépare en 2 groupes. Objectif, attaquer conjointement et par surprise les hommes d'Haftar. Chaque mètre gagné sur l'ennemi est une victoire. Les miliciens ont marqué leur présence. Il est temps de se retirer avant une éventuelle réplique aérienne. L'ivresse de la guerre n'a pas faibli depuis 2011. Leur révolution contre Mouammar Kadhafi. كل ما دام من 2011 يقاتلوا
على سبب خاطر انهم يعيشوا في امن وامان وسلام وعلى سبب خاطر ان الديمقراطيه ويعم في جميع ربوع اكبر. انا ايش دخلني فرنسا وايطاليا ما دايرين مشكله في ليبيا يحزوا مواضيعهم في بعضها. ايش دخلني هنا بين قطر ولا تركيا جايين يصفوا في مواضيعهم انا. Sur le front comme à l'ONU, l'ingérence grandissante de puissances étrangères inquiète. Et pour ajouter à la confusion, ce n'est pas parce qu'ils combattent à l'ouest que ces hommes soutiennent le gouvernement. أنا ممكن ضد السراجة. أنا ضد السراجة. عادي نقول أنا. ضد الديمقراطية. الفكرة متاعها. Sarraj, ou Fayez el-Sarraj, le premier ministre du gouvernement dit d'union nationale, non élu, mais reconnu par la communauté internationale. Depuis la guerre de 2011, la Libye n'a connu que le chaos. Des combats permanents et fratricides. La guerre de 2014, opposant Khalifa Haftar, fraîchement rentré de son exil aux États-Unis, aux milices islamistes. Puis celle de 2016 contre Daesh. Aujourd'hui, la guerre entre l'Est et l'Ouest. Une guerre qui touche sa capitale au cœur. La veille, une frappe aérienne a détruit cette maison du sud de Tripoli, tuant 3 fillettes. جيت على طول الحوش طايح معناها. طلعنا أول طفلة، الأطفال الثانيين أخواتها قاعدين تحت ما عادش قدرنا نطلعوهم. لأن معناها تكلموا الأخوان الجماعة جابوا التراتوريات وجابوا الكواشيك مش حفرنا عليهم وقعدنا معناتها قريب ساعتين مش طلعنا باقي الصغار. شهداء بركان الغضب. الله أكبر. الله أكبر. تحية للشهداء بركان الغضب. الله أكبر. Tout le quartier est saisi par la colère. اطلع منها انت يا عبد وصغارك ويا سراج اطلعوا من ديهم هالبلاد هذه. هذه والله ما هي قبلتكم هذه قارصه هذه حره. تطلع منها فيا يا رب. شوف هذا حوش راحوا فيها اطفالها فيها معنوس على وين الغرفه. خلاص نبنوا بلادنا ليش البلاد احنا مقابر بس جنازات. الله اكبر. الغل نتاع الطيران والاطفال والنساء وكل هذا انتم عرفتوه خليتونا بركان. والله لا جايينك وباذن الله طرابلس ما تخش لها. مين يموت التريس كلهم. اسمع بقى نساء خش لها بعد ثاني يا متمرد. Depuis avril dernier, les combats ont fait plus de 1000 morts, dont plus de 200 civils. Le 2 juillet, ce raid aérien fait plus de 60 morts. Des migrants enfermés dans le centre de détention de Tajoura. Aucun chiffre officiel, mais près d'1 million d'hommes et de femmes seraient pris au piège en Libye. La majorité vient d'Afrique subsaharienne. Ils arrivent par le sud du pays aux mains des trafiquants d'êtres humains. Tout au long de notre parcours dans l'ouest libyen, nous verrons ces hommes au bord des routes attendre du travail. Pour beaucoup, de quoi gagner le prix de la traversée vers l'Europe. Cette Europe qui a conclu un accord controversé avec la Libye. Fourniture de bateaux, formation de garde-côtes,
et le versement de plus de 300 millions d'euros pour stopper le flux migratoire. Ce jour-là, c'est d'ailleurs Malte et l'Italie qui ont donné l'alerte aux Libyens pour arrêter une embarcation. Nous sommes à 130 km des côtes libyennes, à une quarantaine de la zone d'intervention maltaise. أوروبا كانت بهم راجت نخدتهم في لقيتهم في حالة غرق، في اللي 200 يطفحوا على البحر نهبطوا 200 وروحت فيه، وفي اللي مرات تلقاه كويس. والله اللي مات الله غالب، هذا من ظروف الحياة ومن الغباء بتاعها هو. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer. Okay, please sit down. جيب الطفل يا حسن، جيب منه الطفل بروحه، انت بروحه بروحه. يا اخي كله ضربه يا حمار. هي Certains pensent être pris en charge par une ONG. La plupart ne savent pas nager. Cette famille est originaire du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Ils sont 10 à avoir pris la mer. Le plus jeune a 2 ans. Nous devons leur annoncer qu'ils sont ramenés en Libye. ليش ما بدك ترجعي ليبيا؟
لقينا ما ناكل بالليل ما ناكل عوينا بنمشي بنشتغل بيجي ما اكلنا نهائي الا جبناه بس ودفعناه جينا أبغى نموت ما في ليبيا أبغى نموت في ليبيا بدي نموت ما في ليبيا الحمد لله على السلامة. أموركم كويسة؟ قول لنا كفارة ولا عندنا سلامة؟ كفارة أنتم بحر كبير تشوف بحر كبير بحر قوي تو أنت الحمد لله على السلامة قبل كل شيء. هذا كنا مريض والله عنده 3 يوم. 25 000 marins plus loin, 40 kilomètres, c'est Malte qui aurait dû les secourir. Ils auraient été amenés en Europe. Hors caméra, l'un de ces gardes-côtes confirme l'enquête d'un journal maltais. Les Libyens, à la demande de Malte, interviennent aussi dans les eaux européennes. Durant les 4 heures de mer qui nous séparent de Tripoli, ils ne recevront ni eau, ni nourriture, ni gilet de sauvetage. ضد الصح والله كان عندي هدف ماشي احققه ومش صار لكن والله جديات مرار نفسيه ما يجمع والله العظيم يعني لو كان عندي حق الفلوس ما بجي بخاطر بحياتي في الموج وفي البحر وعارف ان اخواتي بيمشوا وبيغرقوا وكذا عارف انه في معاناه وفي موج وفي بحر وفي يعني حاجه ذاته يعني العقل ما بيستوعبها هي حاجة صعبة جدا لكن شنو؟ الواحد عشان عنده هدف يعني بيحاول يحقق الحاجة بقدر المستطاع. Cette guerre, c'est aussi une guerre de communication. Terroriste, le qualificatif utilisé par Khalifa Haftar pour désigner ses opposants et rallier l'opinion internationale. Il a juré de se débarrasser des milices, même si son armée nationale libyenne en compte dans ses rangs. Ce qui leur donne tant de pouvoir à l'est comme à l'ouest, ce sont les armes qu'ils se sont appropriées. 20 millions circulent dans le pays. مضاد للطيران ومضاد للحفتر حتى تو احنا من انا بالنسبه لي انا من المسدس 9 ملي اللي عند الدبابه نسوق فيها هذا تعلمناه بظروف حاصرونا هم في 2011 من وين بنعدي هنا. Morsen avait 21 ans quand il a pris les armes pour la première fois. هذا سلاح ميلانو من فرنسا. هذا جميع الأسلحة هذه روسية غنائم من معمر القذافي. حاربنا بهن معمر القذافي، حاربنا بهن الإرهاب وداعش في سرب، قاعدين نقاوموا بهن لساعة اليوم. أسلحة بس هذا اللي بينا تغنية. La Libye est jonchée d'armes, souvent vieilles et imprécises, provenant du monde entier. معمر القذافي طيحناه على سبة خاطر إنه مش نعيشوا كالعالم الآخر. جيبونا طاغوت فرنسا دعمتنا في 2011 وصبت مع الشعب الليبي وتوا في 2019 تجيب لنا حفتر باش تكسر الشعب الليبي ابدا. روسيا كذلك الامارات دوية الامارات. La France, les Émirats arabes unis, la Russie, mais aussi l'Égypte, les États-Unis sont accusés de soutenir Khalifa Haftar à l'est. Le Qatar,
La Turquie, l'Italie, les forces de l'Ouest. Une guerre complexe, par procuration, dans ce pays riche en pétrole. Si le conflit s'intensifie ces derniers mois, c'est aussi parce que les armes continuent à être livrées, en violation de l'embargo imposé par l'ONU depuis 2011. Nous nous rendons au poste de commandement des opérations de l'Ouest, dans un lieu sécurisé de Tripoli. Osama Al-Jouaili tente de coordonner la multitude de miliciens qui combattent. المشكلة في ليبيا هي مشكلة خارجية وليس الشأن الداخلي، لأن في حقيقة الأمر لا يوجد مبررات حقيقية يعني يستطيع أن يرفعها طرف للصراع في ليبيا. يعني ما يحدث من توريد السلاح من سنوات، ليس من في هذه الحرب، كان على مرأى ومسمع من الجميع. الفئة الأخرى معناها موجود عندهم توريد كل أنواع الأسلحة المتطورة جدا. في طائرات مسيرة تركية عندنا بعض الطائرات المسيرة المحدودة، يعني ليس بأعداد كبيرة ولكن محدودة، ولكن نستخدمها بفعالية. هذا نعتبر أنا دعم لا يقارن بمقارنة بالدعم اللي تلقى فيه حفتر. Nous suivons ces jeunes miliciens sur un autre front, le plus proche de Tripoli. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Ces derniers mois, le conflit s'est intensifié avec des frappes aériennes régulières, souvent menées par des drones de combat. Les snipers sont dissimulés dans l'immeuble d'en face. Ces combattants attendent et observent le moindre mouvement. كم صار لك تقاتل هون انت؟ تو حوالي 5 أشهر. عمري 21 سنة. بدرس في مهنة الميكانيكية العالية. La menace vient le plus souvent du ciel. وتو عليه بلغ الطيران في طيران مسير للعدو في حركة قدام الدبيل الثاني تحركات العدو تو رصدوا بيتعاملوا عليها الشباب. La Libye serait devenue le plus grand théâtre de drones au monde, avec plus de 1000 frappes depuis le début du conflit. أهداف متحركة كلها قدام فيها آليات. فوق طيران هم يقدم العدو يحاول انه يتقدم. استغلوا فرصة ان الطيران فوق كحماية كدرع ليه. العدو هنايا طبعا. عدو قدامنا. الله اكبر الله اكبر. شوي صار لا صار هربوا تو التالي من عليهم. الله اكبر الله اكبر. Pourtant, l'ennemi réplique. Une fois de plus, c'est le recul face au danger d'une attaque aérienne. Il est près de 21h quand nous apercevons les côtes libyennes.
تعالوا ترادوا 20 زاد ما نرجع السودان بكره. يا خيري مش اقول قول سلم عليك محمد خنيل يا ابو شاكور شنو صدفت غادي Les séquelles du voyage en mer sont lourdes. Nous retrouvons Mona, 13 ans, et Soumaya, 18, avec leurs parents et leurs 6 frères et sœurs. Cela fait 3 ans qu'ils sont sur le chemin de l'exil. الشباب الحين ما جبنا طلعنا من شباك وجرينا غادي ابونا جانا حوسنا كل مره اللي وجه نجروا مع الهواء اجينا جرينا ما وقفنا جرينا من طلعنا من شباك مشينا بجيراننا اللوبيين كمان يسوون نسكر الباب نجي هنا جماعه يجدوا الباب يغشوا في الجبين هيك ولدي من شارع التفاوض ودوا برا البلاد 12 يوم يبيوني فلوس وانا ما عنديش فلوس قال لي امشي قويت بالخابة هيك والله ما بعرف مش عارف اسمه يموتون احسن يموتون يحيى ربي كريم وتعب لنا يا رسول الله السلامة Les plus faibles sont pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations. شو صار فيك؟ انت السيلفر اللي حطيته انت كنت راقد تحت صح؟ وين السيلفر اللي كنت حاطه عندك؟ ها؟ كل يوم هايبوثيرميا انخفاض درجة الحرارة ما هي هايبوثيرميا. Les autorités libyennes, elles, sont débordées. مراكز دباب في ضغط هذا في زحمه قاعدين في مكانهم لحد ما نلاقي لهم حل ما عندناش شو بنديروا هذا موضوع روتيني يومي نخدموا فيه يومي حتى هم ارقام امس 117 قبل 108 اليوم هو 127. Nous filmons discrètement cette conversation entre les brigades anti-immigration. L'un d'entre eux nous interpelle pour témoigner, à visage caché de peur des représailles.
Je suis sûr, devant vous, ils vont dire n'importe quoi. Et après ça, il y a autre chose. On nous frappe, on nous fait de n'importe quoi. Ça fait 3 mois comme ça, j'étais en prison. Mais si tu manges, si tu ne manges pas, si tu meurs, si pas, c'est pas leur problème. Ils vont nous amener directement en prison. C'est ce qui est sûr, quoi. Ça fait 1 an et 4 mois que je suis ici. Je connais leur système, tout ça. Et après ça, ils vont nous demander de payer de l'argent. 2000 dinars, parfois 3000 dinars comme ça. Et c'est très difficile de le payer, quoi. Entre 500 et 700 $ pour sortir de prison. À chaque interception, quelques-uns tentent la fuite. En septembre, les Libyens n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes. Un homme est mort. Les brigades anti-immigration décident de les envoyer dans l'un des centres de détention surpeuplés de Tripoli. Ce garde cache son arme. Il est 23h30. La tension monte d'un cran. Les hommes sont emmenés au centre de détention de Crimea, tenu par une milice. Impossible de savoir combien la Libye compte de ces centres. Il y a les 8 officiels, administrés par le gouvernement de l'Ouest, et une multitude de centres officieux, tenus par des trafiquants, des milices ou des groupes armés. À cela, nous n'aurons pas accès. C'est finalement à Zliten, à l'est de Tripoli, que nous aurons le droit de filmer. Les conditions ici sont loin d'être les pires. Dès qu'ils nous voient, ces hommes insistent pour nous raconter leur parcours. Vous parlez français un peu? D'abord, grand drawing, you see. At night, 113 Eritrea dead. My wife, the migrant, for 4 months. 4 months dead. And 6 hours swimming, and fisherman helped. This guy swimming. There's no swimming, dead. Trying to go again? Yeah. I'm going. Ils sont détenus illégalement, privés de contact avec l'extérieur, enfermés près de 24 heures sur 24. Certains nous demanderont de faire savoir à leurs proches qu'ils sont vivants. Salam alaikum. كيف الحال؟ معكم بقى إن شاء الله. باهي الحمد لله. الطالب اللجوء هذا بيبدأ يقعد فترة طويلة توصل حتى للسنتين. تو عندي أنا نزلاء ليهم سنة وأكثر. وبالنسبة للحدود ما فيش سيطرة. الدولة بالنسبة الحين لحكومة الوفاق الجنوب الشرقي ما هوش تحت سيطرتها. في الكرامة ما قاعدين غاديكين وتحت السيطرة وفي كتايب وفي مراكز وغيرها لكن مهما كان الدولة ما تستطيعش بمفردها أنها تسيطر على الهجرة
خاصة شبكة التهريب توا نشوف فيها في السنوات الأخيرة أصبحت أفضل حتى من دولة قائمة. Ces derniers jours, ils ne sont que 150. D'habitude, ils sont 3 fois plus nombreux dans ces cellules. Ceux-là ont été transférés quelques jours plus tôt d'un centre de détention de Misrata, connu pour la torture et les violences sexuelles. One day in the morning, I woke up early. I go to the door. I see girls going inside, okay? He abused the girl from me. You just see people die from you. You can do nothing. You just see. And you wait your turn every day. You just get nervous and you can do anything. You just thug a lot. Certains sont réquisitionnés par des groupes armés et forcés à travailler. رفونا من هنا ودونا في المركز الشرطة ودونا شغلنا نظفنا المكان بتاع أسلحة وبتاع سيارات. أخوي راح الماي كان هو اللي من فهد المهم اللي قال الجثث يتفاجأ يعني ما قادر يشتغل أجبروه عايزين يشتغل وهو رافض. المهم لما رفض شالوا مية بتاعت الجثث شالوا مية بتاعت الجثث صبوه في راسه وداك أجبروه يشتغل. الله أكبر. الله أكبر. Les exactions subies par les migrants ne cessent d'empirer avec cette guerre qui s'éternise. Après des semaines d'intenses combats, Morsen est de retour pour quelques jours dans sa ville. هذه مدينتي هنا مدينة مسرات في كل شارع ندور فيه احنا قاتلنا فيه كل ما نشوف مبنى جديد نفرح عليه الحق الصراحة. المدينة هذه قدمت ترى تضحيات من أجل ليبيا. تجي كثير تشوف أهلك لما بدأت الحرب؟ أكيد بنجي نشوفهم كل 10 أيام 15 يوم في الشهر مرتين 3. مرحبا صديقي. باهي ان شاء الله. دائما نبيك اللي معايا في التبني. تبالك تستشهد يا راجل. Depuis 9 ans, la guerre, les combats ont pris le dessus sur le reste de sa vie. تاجر أنا قصدي أكيد. بيطلع وبيشوف وبيجيب وبيكر وبيدير وبيحط. سيب دراستي يعني بسبب المشاكل اللي بينا كل مرة مطلعين لنا فيلم جديد. توين يا مسعود؟ شجور. توين يا مسعودي؟ توين الشيرات؟ هاك يا مسعود. عصير. توين الشارد يا مسعود؟ وين يونس؟ هذا محلك، هذا مكان تعيش فيه، هذا شو؟ ايه هذا المكان اللي نشتغل فيه يعني. هذا حسين اخوي مدير المبيعات. انا حياتي اللي نحبها، الشغل اللي نحبه. مسعود، يونس، يا يونس. يا احسن يا قائد كتيبه ولا بزنس مان؟ والله كل واحد ومرحلته يا عبدو، فهمني. احنا شي جابنا للشيء هذا، اما جابونا كانوا متهنين نشتغلوا امورنا 100 الحمد لله. احنا حكم عسكر لا، بس علاش ضحينا احنا؟ كان هذا خلينا معمر ارجل. لكن الحياه المدنيه احلى. هاي ربي يعاون.
Avec les combats qui s'intensifient, 6 millions de Libyens et un nombre incalculable de migrants sont pris dans ce piège infernal. Sans aucun espoir à l'horizon. Voilà, Libye, piège infernal, ce reportage que vous venez de suivre. On est avec Sacha Petiot, chef de mission Libye pour Médecins sans frontières, l'une des rares ONG présentes aujourd'hui sur le terrain en Libye. Vous nous expliquerez dans un instant, mais d'abord Julie Dungelo, vous êtes l'une des réalisatrices du reportage qu'on vient de voir avec Catherine Norris-Trent et Abdallah Malkawi. Qu'est-ce qui a convaincu les combattants de cette milice de Misrata d'accepter que vous les suiviez? Écoutez, c'est ce qu'on dit un petit peu dans le reportage, c'est aussi une guerre de communication. Et ils voulaient nous montrer à nous, Français, la manière dont ils combattaient. Parce que la France, elle est soupçonnée de soutenir Khalifa Haftar à l'Est. Et ils voulaient nous montrer qu'ils combattaient pour défendre Tripoli contre cette offensive illégitime, selon eux, de Khalifa Haftar. Sacha Petiot, on voit dans ce reportage l'extrême violence qui s'est emparée de la Libye. Il est encore possible pour des organisations humanitaires comme la vôtre de se déplacer dans les environs de Tripoli et ailleurs en Libye? Bonsoir. Alors, pour MSF, effectivement, c'est très compliqué d'accéder à la Libye pour des raisons de contraintes, premièrement administratives pour tout ce qui est de visa, c'est très difficile. Ensuite, pour avoir les autorisations, nous travaillons dans les centres de détention. Donc c'est un combat quotidien pour pouvoir maintenir cet accès. Et de manière générale, oui, c'est vraiment très très compliqué pour, comme vous le mentionnez, pour les questions de sécurité de nos équipes. Malgré tout, on arrive à être présent, donc on intervient dans la région centrale, vers Misrata, également à Tripoli. Voilà. Quelles sont les premières urgences? De quoi a besoin la population? Alors, comme je disais, on intervient dans les centres de détention avec les migrants. Donc les migrants uniquement. Tout à fait. Alors, non, comme le documentaire le montrait, effectivement, il y a une situation humanitaire avec ces conflits, avec ces combats qui sont dans le sud de Tripoli, avec une ligne de front qui n'avance pas trop depuis avril, et des bombardements aériens. Donc effectivement, les personnes ont besoin de santé, ils ont aussi besoin de protection, d'abri. Et les migrants, qui sont particulièrement vulnérables, ont besoin, effectivement, la première chose, c'est de protection, de centres d'hébergement, de protection, d'accès aux soins également, à Tripoli, mais également en dehors, dans le reste du pays, puisqu'ils sont aussi sujets en fait, à des réseaux de trafiquants, donc avec le recours de torture, du travail forcé. On parle aussi de violences sexuelles qu'on voit à la fois à l'intérieur des centres où on intervient, mais comme c'était dit dans le documentaire, c'est une situation de sécurité globale. En dehors des centres de détention, il y a aussi toute une population qui vit à Tripoli et qui est en danger en permanence parce qu'il y a des groupes qui kidnappent, qui rançonnent, qui font du travail forcé. Donc, si vous voulez, effectivement, c'est une sorte de piège dans lequel ces personnes migrantes sont prises, où elles n'ont d'autres solutions, d'autres alternatives, finalement. Elles sont poussées vers la mer, parce qu'elles n'ont pas de sécurité en Libye.
Donc elles essayent de traverser, elles sont récupérées et renvoyées en Libye. Une fois qu'elles sont désembarquées, on les amène directement, la plupart du temps, dans des centres de détention. Et donc, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est un cercle, en réalité, qui se met en place. Une fois qu'elles sont ramenées en Libye, on les renvoie en centre de détention. Elles doivent repayer une rançon pour ressortir. Alors justement, ces migrants qui sont la proie de groupes armés, mais pas seulement, puisqu'on le comprend, les autorités libyennes elles-mêmes... parfois sont à l'origine, sont coupables même de sévices, de mauvais traitements sur ces migrants. Ces sévices, vous les avez vous-même observés, Julie? C'est pas vraiment les autorités libyennes en tant que telles. En fait, il faut comprendre qu'en Libye, il y a les centres officiels d'hébergement, comme ils appellent les centres de détention, et il y a les centres officieux. Ça, il y a une multitude de centres officieux qui sont dans des anciens hangars à bateaux ou autres. Et quand ces hommes ou ces femmes sont prises... Et sous la surveillance de personnes qui ne sont pas les autorités officielles de Libye? Pas forcément, qui sont des milices, des groupes armés, des trafiquants d'êtres humains. Et donc, il y a tout un trafic d'êtres humains qui s'est mis en place en Libye. Et donc, à ce moment-là, ces personnes sont prises, subissent les pires tortures ou exactions, doivent payer. Certains m'ont dit d'ailleurs qu'ils avaient dû vendre, par exemple, une maison au Soudan ou en Érythrée, demander à la famille d'envoyer l'argent pour pouvoir payer une rançon et échapper à ces mauvais traitements. Mais ces gardes-côtes que l'on voit dans ces images, et ce qui semblait être des agents de l'immigration, eux, même s'il ne s'agit pas de mauvais traitements, parfois ils sont à la limite. Vous avez eu l'impression que la présence de votre caméra, votre propre présence, avait d'une certaine manière inhibé ces hommes? Oui, tout à fait. La violence, elle est évidente. Sur le bateau, d'ailleurs, j'ai pu voir, je n'ai malheureusement pas pu le filmer à ce moment-là, l'un des gardes-côtes frapper un migrant pour le faire avancer, le frapper très violemment sur la tête. Et puis, au moment du débarquement, je pense qu'on le voit dans le reportage, la tension est très palpable. On sent que, justement, cette arme, les hommes cachent leur arme. Je pense très sincèrement que si notre caméra n'avait pas été là, la violence aurait été bien plus importante. Je pense que Sacha, qui a pu assister à des désembarquements à Homs où MSF intervient, peut confirmer que c'est des moments de grande tension où il y a beaucoup de violence vis-à-vis de ces personnes. Tout à fait. Bon, avec MSF, on a également un bateau qui opère dans la Méditerranée pour faire du sauvetage. Nos équipes ont déjà également vu ou attesté, en fait, quand ces migrants se rendent compte, et on le voit dans la vidéo, qu'ils vont être débarqués en Libye, en fait, ils résistent. Jusqu'à des actes de désespoir? Tout à fait, vu tout ce qu'ils ont déjà vécu, ils sont déjà dans ce désespoir, ils comprennent qu'ils vont retourner dans ce cycle de violence. Du coup, on a parfois des gens qui veulent sauter ou qui ne veulent ou qui résistent. Et effectivement, nous, on voit parfois, donc on est présent au centre de désembarcation de Homs, parfois des situations de violence et de désespoir total de ces personnes qui retournent en Libye. Ces violences commises par ceux précisément qui sont censés les protéger du péril, est-ce qu'elles sont documentées? Est-ce que l'Europe en est consciente? Alors, de manière générale, les gardes-côtes libyens sont appuyés par certains États membres de l'Union européenne et par l'Union européenne, mais compte tenu de la situation sécuritaire, l'Europe n'est pas présente en Libye. Et du coup, il y a un manque de transparence assez énorme sur ces fonds publics qui sont donnés. Avec une sorte de carte blanche, ou en tout cas, effectivement, il y a une sorte d'impunité, ou en tout cas, compte tenu de l'instabilité politique et de la réalité du gouvernement de Tripoli aujourd'hui, et du ministère de la Justice et autres, c'est très compliqué. Il y a une impunité. Vous disiez dans ce documentaire que parfois ces migrants sont même interceptés au-delà des eaux territoriales libyennes. C'est donc que l'Europe ferme les yeux d'une certaine manière? Oui. Pire que ça, c'est que certains États demandent clairement aux Libyens d'intercepter en mer. C'est le cas de Malte notamment. On sait qu'il y avait aussi des accords très controversés avec l'Italie. Et d'ailleurs, c'est arrivé très récemment que les gardes-côtes interviennent dans les zones maltaises. C'est assez facile de vérifier avec les coordonnées GPS. Nous, on a d'ailleurs vérifié, on a filmé au moment de l'interception les coordonnées GPS pour vérifier dans quelles eaux territoriales on était. Et les gardes-côtes nous ont confirmé qu'à certains moments, Malte leur demandait d'intercepter dans les eaux européennes, ce qui veut dire donc ramener en Libye, parce qu'il y a un flou autour du droit international sur cette question-là. Malgré ces périls qu'ils encourent en mer, malgré aussi les mauvais traitements qu'ils subissent, ces migrants continuent d'entrer en Libye dans l'espoir d'aller en Europe?
Oui, tout à fait. Il y a encore des arrivées il y a deux zones en fait par lesquelles ils arrivent. Il y a d'abord via Agadez et le Niger, et puis il y a l'autre zone via la Corne de l'Afrique. Et ils passent par le Soudan et arrivent en Libye par l'une des frontières. Ils profitent aussi bien du fait que la frontière est très poreuse, que le sud libyen est complètement chaotique et aux mains de nombreux trafiquants. Donc ils passent aux mains de nombreux trafiquants jusqu'à arriver à Tripoli ou dans une autre zone maritime. Et puis ils payent des trafiquants pour prendre la mer. L'absence d'État centralisé en Libye, Sacha Petiot, c'est ce qui facilite les passages et c'est un des facteurs aujourd'hui de cette immigration. Alors, peut-être simplement pour préciser, mais la Libye a toujours été un pays attractif. Traditionnellement, même sous Kadhafi. Tout à fait, pour les pays autour. Et tourné vers l'Afrique subsaharienne, longtemps, en tout cas culturellement. Tout à fait, parce qu'il y a une manne financière qui est là avec le pétrole, et il y a aussi un besoin de main-d'œuvre. Donc pour les pays limitrophes, il y a un intérêt économique pour les travailleurs. Ils ne viennent pas tous forcément pour prendre la mer, par exemple. Il y en a qui travaillent aussi sur place. Et donc voilà, c'est le point que je voulais... Peut-être une finalité en soi. C'est le point que je voulais faire, c'est que c'est un pays de destination. Donc c'est un pays de transit où les gens veulent aller vers l'Europe, mais c'est aussi un pays de destination. Il y a à peu près 700 000 migrants officiellement aujourd'hui, enfin en tout cas enregistrés, ce sont les chiffres en Libye. C'est l'objet d'une exploitation économique, comme on a pu le voir. L'ensemble ne veut pas forcément aller en Europe. Maintenant, il y en a certains qui, s'ils ont des réseaux familiers ou s'ils connaissent la langue, s'ils peuvent parler l'arabe, c'est beaucoup plus facile pour eux. Maintenant, il y a toute une certaine frange de ces personnes-là qui sont en fait victimes directement, ou en tout cas qui sont des proies. Vulnérables. Voilà, tout à fait. Oui, voilà. Vous voulez ajouter? Oui. Il y a enfin un autre aspect de ce conflit qu'on voit bien d'ailleurs dans ce reportage, l'intervention des grandes puissances, dénoncée d'ailleurs par ceux qui combattent au sol, États-Unis, Russie, Arabie Saoudite du côté d'Haftar, et puis Qatar et Turquie pour Sarraj. C'est ce qui fait que ce conflit, Julie, est parti pour durer. C'est en tout cas ce qui inquiète beaucoup, notamment Hassan Salamé, qui est l'envoyé spécial de l'ONU en Libye. C'est ce qui inquiète beaucoup les hommes qui combattent sur place, c'est que, en effet, ça devient une guerre, ce qu'on dit proxy en anglais, proxy war, qui est une guerre par procuration. Exactement, une guerre par procuration où interviennent de nombreux acteurs étrangers. Il y a une violation de l'embargo de l'ONU sur les armes. Il y a un embargo qui existe depuis 2011 et Hassan Salamé a dit que cet embargo avait été violé à 45 reprises depuis avril. Ça veut dire qu'il y a une livraison d'armes qui se fait presque au vu de tous, notamment de drones. Ce qu'on voit dans le reportage, c'est que le chef du front nous explique que oui, ils se sont fait livrer des drones turcs. On a pu aller à Misrata dans un entrepôt où on soupçonne d'avoir filmé un drone chinois livré par les Émiratis du côté de Haftar. Donc il y a beaucoup de combattants étrangers. Il y a une grande attraction pour la Libye parce qu'elle est très riche en ressources hydrocarbures, pétrolières, etc. Donc c'est ce qui fait que cette guerre peut durer longtemps et peut finir aussi dans un bain de sang. Ces armes qui sont censées être un moyen, Sacha Petiot, on a le sentiment, en voyant ce documentaire, qu'aujourd'hui, elles conditionnent en elles-mêmes le prolongement, la prolongation de ce conflit. On le voit à travers la réflexion de ce combattant de Misrata qui, revenant dans ce qui est quand même son métier d'origine, son commerce, on sent qu'il a aujourd'hui presque un manque du combat. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, l'arrivée de ces armes qui viennent de l'extérieur alimente le conflit. Et crée des vocations aussi. Et tout à fait. En fait, peut-être quelque chose qui est important de montrer, c'est que la ligne de front, les combats à Tripoli, effectivement, comme on a vu, ne bouge peut-être pas énormément, mais on a une multiplication de milices qui sont là, comme vous le disiez, avec l'absence d'un contrôle général. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous les trafics, que ce soit avec l'armement, que ce soit avec les migrants, que ce soit aussi parce qu'il y a des problèmes avec la drogue, sont en train de proliférer et ça multiplie la violence. Samedi dernier, à Tripoli, il y a une milice qui a attaqué le ministère des Finances et qui est rentrée dedans, qui l'a totalement saccagé. Donc en Libye, effectivement, aujourd'hui, on a une insécurité, on a une multitude de milices. Et malheureusement, enfin nous c'est notre point de vue, il y a un manque énorme de présence des Nations Unies et notamment des agences qui devraient protéger les migrants et les réfugiés.
Et malheureusement, ces agences-là ne le communiquent pas, leurs limites et leur manque de présence sur place, notamment parce que les bailleurs de fonds sont européens. Donc aujourd'hui, on a un grand problème de protection. L'évacuation des personnes est vraiment limitée. On parle de 2000 personnes par an, alors qu'on a 50 000 réfugiés enregistrés. Et en Libye, il n'y a aucun mécanisme de protection véritable qui existe. Il faut se dire que quand on circule en Libye, on voit des hommes armés absolument partout. Nous, par exemple, on a été arrêtés une multitude de fois par des hommes en armes qui nous demandaient nos passeports, qui nous faisaient un contrôle en voyant qu'on était de type européen et qui contrôlent des petites portions de territoire. Il n'y a pas d'État organisé. Et ce qu'on a pu voir en suivant plusieurs milices sur le front, c'est que ces hommes-là, eh bien, ils ont pris les armes en 2011. Certains eh bien, étaient très très jeunes et depuis, ils ne les ont pas lâchés, ces armes. Donc on se demande comment... eh bien, ils vont pouvoir revenir à la vie civile. Exactement. Et comment ils vont pouvoir se débarrasser de ces armes? C'est le grand enjeu de Hassan Salamé, justement l'envoyé spécial de l'ONU. Il nous disait, le premier point qu'on souhaite, c'est récupérer toutes ces armes qui circulent dans le pays. Merci Julie Dungelo. Je rappelle évidemment ce documentaire Libye, piège infernal, diffusé donc sur France 24 et que vous pourrez bien sûr revoir sur notre site internet également, sur notre antenne. Merci à vous, Sacha Petiot. Merci. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal.